commencer par saluer toutes les personnalités présentes aujourd'hui. Je voudrais saluer chacun en son nom, en son rang et en son grade, et le remercier pour avoir consacré son après-midi ici pour honorer le colonel Abdoulaye Aziz Ndao. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs qui m'ont fait l'honneur de me confier la tâche de modérateur. Il est vrai que je fais partie des tout premiers Sénégalais, des tout premiers hauts fonctionnaires qui ont eu à écrire un livre pour exprimer leur point de vue, leur part de veille, d'alerte et de contribution pour la bonne marche de notre pays. C'est pourquoi je voudrais saluer et féliciter le colonel Abdoulaye Aziz Ndao, qui, après avoir publié un livre en 2 tomes que nous avons tous lu, a bien voulu continuer dans cette lancée en digne lanceur d'alerte. Il nous a offert cet ouvrage Sécurité pour l'émergence du Sénégal. Nous savons tous que la sécurité est devenue fondamentale dans le processus de développement de nos nations. Partout, tous les jours, se posent des problèmes de sécurité dans tous les pays. C'est la raison pour laquelle un officier supérieur de son rang et de son expérience, qui produit un ouvrage de cette qualité, Sécurité pour l'émergence du Sénégal, mérite franchement qu'on lui rende hommage et qu'on l'encourage. J'ai autour de moi des officiers généraux, j'ai autour de moi des officiers supérieurs, des hauts fonctionnaires, des magistrats, des intellectuels, des étudiants et des amis du colonel Abdoulaye Aziz Ndao. Et chacun d'entre ces personnes peut produire un ouvrage qui peut être extrêmement utile à notre pays. C'est la raison pour laquelle je voudrais encourager les uns et les autres à faire comme lui et à écrire des ouvrages pour partager leur expérience professionnelle avec la nation sénégalaise. Cela dit, le programme s'établit comme suit. Nous allons commencer par donner la parole au docteur Abdoulaye Diallo, directeur général de l'Harmattan Sénégal, qui est l'éditeur de cet ouvrage-là. Ensuite, la présentation de l'auteur par le colonel Djibril Ba. La présentation de l'ouvrage par le colonel Alioune Diop. Je reviendrai tout à l'heure. Et ensuite, la parole sera au public. Et dans ce public, nous avons déjà retenu 2 personnalités, Maître Bamba Cissé et le colonel Siliman Sarr. Évidemment, d'autres prendront la parole. Je demanderai seulement à ceux qui prendront la parole de ne pas m'obliger à les interrompre, à être concis, pour que nous puissions dire tous ce que nous avons à dire. Et par la suite, nous allons passer à la parole à l'auteur et enfin la dédicace de l'ouvrage. Docteur, je pense que si vous le voulez bien, je vais vous donner la parole. Nous allons opérer comme des militaires, on ne va pas perdre du temps, parce que le temps est précieux. Et je vais vous donner la parole, docteur, vous en tant qu'éditeur de l'Harmattan Sénégal. Merci, mon colonel. Messieurs les officiers généraux supérieurs de l'armée sénégalaise,
Mesdames, Messieurs, en vos grades, titres et qualités, honorables invités, cher public, mon colonel Abdelaziz Ndao, mon ami Maître Banda Cissé, colonel Djibril Ba, colonel Alioune Diop, colonel Oumar Gueye. Je voudrais d'abord, au nom du professeur Ousmane Sen, directeur du WAR, empêcher à ce qu'étant à l'étranger, son avion ne s'oppose à Dakar qu'à 19h aujourd'hui. Et pourtant, c'est lui qui a tenu à ce que la cérémonie soit organisée ici et non dans les nouveaux locaux de l'Harmattan Sénégal. En son nom et au nom de l'Harmattan, de manière générale, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue à l'occasion du lancement du livre du colonel Abdelaziz Ndao, Sécurité pour l'émergence du Sénégal. Après ces mots de bienvenue au nom de la direction du WAR et au nom de la direction de l'Harmattan, je voudrais juste dire deux mots. D'abord, un mot de remerciement au colonel Abdelaziz Ndao de nous avoir associés, le WAC et moi, à l'organisation de cette cérémonie de dédicace. Parce qu'en réalité, le livre a été publié dans l'Harmattan France et non à l'Harmattan Sénégal. Nous n'avons pris le relais qu'après l'apparition de l'ouvrage. Et c'est parce que le colonel a bien voulu nous associer à cette manifestation. Nous remercions aussi tous ceux qui sont là, qui ont pris de leur temps, des gens qui sont habitués à prendre part aux cérémonies de dédicace et aux échanges intellectuels que l'Harmattan Sénégal organise depuis maintenant 5-6 ans. J'ai en face de moi le général Samba, j'ai en face de moi les généraux Nian et d'autres généraux que je ne connais pas. Le général Samba, c'est le premier que j'ai cité parce que j'ai eu une aventure, comme on dit, avec lui, et là, c'est un monsieur à qui je voudrais, avec tous ces collègues généraux, rendre un hommage pour le service rendu à notre pays. Le colonel Oumar Gueye a commencé son propos en invitant les hommes et les femmes d'expérience à prendre la plume pour faire d'abord comme lui, mais aussi faire comme le colonel Abdelaziz Ndao et bien avant lui. Il y a le général, mon oncle dans l'opinion, qui a fait ses mémoires. J'ai publié également l'ouvrage du général Mamadou Mansour Seck. Il y a le livre de feu le colonel Sidi Sadi, un homme digne de la gendarmerie que je voudrais rendre hommage ici devant cette père. Vous invitez à témoigner. On parle du Sénégal comme étant une grande démocratie. Une démocratie majeure, simplement parce que nous avons une armée qui est une armée digne, une armée dont on ne vantera jamais assez les mérites. Si aujourd'hui le Sénégal peut se targuer d'être une démocratie, un pays stable, c'est parce que nous avons une armée qui sait ce que c'est, veut dire armer et assurer la sécurité des biens et des citoyens de notre pays. Je pense que tout le Sénégal, tous les pays voisins du Sénégal doivent beaucoup à l'armée sénégalaise. C'est une grande armée. Je ne le dis pas simplement pour faire plaisir, mais je le dis parce que c'est quelque chose que je puise au fond de moi. Et en cela, messieurs les officiers supérieurs et messieurs les officiers généraux, le général Samba, j'ai l'habitude de vous taquiner là-dessus, vous avez l'obligation de témoigner de vos expériences. Des jeunes prennent la relève, ont la charge de diriger et d'assurer la sécurité d'un pays. La sous-région et le monde de manière générale vivent aujourd'hui dans une insécurité, une instabilité qu'on ne dit plus. Vous avez l'obligation de témoigner, de partager vos expériences avec cette jeune génération pour leur dire voilà ce que nous avons pu réaliser, voilà là où on a échoué, voilà ce qu'il faut éviter.
Pourquoi? Parce que si cette expérience n'est pas partagée, et ce sera une expérience perdue. Et vous avez en chacun de vous, pardonnez vous-même, une partie de la mémoire, non seulement de l'armée de notre pays, mais aussi du Sénégal de manière générale. Et en cela, l'ARMATA et l'ARMATA Sénégal sera toujours là pour accompagner et rendre disponibles ces travaux, comme on a eu à le faire avec le colonel Abdelaziz Ndao, avec avant lui le général Mamadou Niang, le général Mamadou Mansour Seck, et dire que cette expérience que vous aurez à partager va constituer le socle de cette mémoire de notre pays. L'Harmattan Sénégal, c'est cette maison d'édition qui est née il y a de cela 5-6 ans et qui est en train de faire un travail de capitalisation de la mémoire de notre pays à travers sa collection Mémoire et biographie. Nous avons quitté le point E, on s'est installé à la VDR avec maintenant un complexe culturel, on peut dire, parce que nous venons de lancer, en plus de la librairie et de la maison d'édition, un espace d'échange, une salle de conférence au standard mondial avec une capacité d'accueil de 300 personnes, voire 400 personnes en fonction de l'aménagement de la salle. Dans quelques temps, en plus des activités de dédicace et de lancement que nous menons, nous allons relancer le mercredi de l'Harmattan à travers la Pro-Université populaire où, une fois par semaine, nous donnons rendez-vous aux Sénégalais pour qu'ils viennent écouter des gens d'expérience. Des gens qui ont quelque chose à partager avec eux, des gens qui ont quelque chose à leur enseigner, chacun dans son domaine. Les généraux qui sont là, les colonels qui sont là seront appelés à témoigner. Je vois derrière mon grand frère, Maître Mamadou Gueye, que je voudrais saluer et lui dire que l'Harmattan Sénégal sera à ses côtés pour faire en sorte que le combat qui est mené dans le cadre de la société civile soit un combat pour l'intérêt de notre pays, un pays que nous aimons chèrement. Mon colonel, j'en ai trop dit, mais je voudrais avant de vous rendre le micro, vous dire que la place qui vous échoue aujourd'hui n'est pas une place volée. Vous êtes un homme qu'on ne présente plus. Je tenais à témoigner de la bonté de l'ordre que vous êtes. Vous êtes l'un des premiers auteurs de l'Harmattan et depuis qu'on s'est installé ici, et Dieu sait que la bataille a été rude, mais vous avez toujours été à nos côtés. Et je voudrais prendre à témoin tous ceux qui sont là et le Sénégal entier pour vous rendre un hommage et vous dire merci. Merci à tous de votre attention. Merci docteur. Vous nous permettez parfois d'insister sur la présence de certaines personnalités qui ont tenu à accompagner le colonel Abdoulaye Aziz Ndao. Je voudrais signaler la présence du général Samba, que je connais personnellement, qui est un officier général de grande valeur. C'est même un préférence de dire ça, parce que dès qu'on est officier général, je crois que la valeur est indiscutable. Le général Monseigneur également est là, nous le saluons. Le colonel Talagnan, le général Talagnan. Le général Talagnan, quand il commandait la zone militaire de Dakar, bon, a dirigé le dernier défilé que j'ai eu à conduire quand j'étais aux eaux et forêts. Et c'était les tout premiers défilés militaires à la place, à l'avenue de la République, à l'avenue Général de Gaulle. Le colonel Jimmy Diop est là aussi, représentant le haut commandant de la gendarmerie, le général Moudouké Faye. J'ai connu quand il était à Tambacounda, il était lieutenant à l'époque. Nous saluons la présence de maître Mam Adam Gueye, que tout le monde connaît, qui se bagarre tous les jours pour l'honneur et le bonheur du Sénégal. Et mon avocat, maître Félix Soussou, qui m'a défendu, parce que moi, tout le monde m'a défendu. J'ai passé toute ma vie à me bagarrer, bon, mais j'estime que c'était juste pour la bonne cause, ce n'était pas pour autre chose. Maître Félix Soussou, nous remercions d'être là. Le colonel Cheikh Ndiaye aussi est là,
le commissaire Cheikh Ndiaye qui déjà a répondu favorablement à ce que le docteur Abdoulaye Diallo a dit, parce que je sais qu'il est en train d'écrire s'il n'a pas fini. Alors, mon parent de Saint-Louis, l'ambassadeur Cheikh Salibou Fall, nous le remercions aussi et nous saluons progressivement tous ceux que nous distinguerons dans le public. Le colonel Cheikh Diamé aussi est là et nous remercions toutes ces personnalités vraiment d'être venues. Ah, les enfants groupes sont là. Ce sont mes parents de Saint-Louis, parce que moi je suis Saint-Louisien et j'aime Saint-Louis avec fureur, donc j'aime bien les enfants de groupe. Bien, nous allons passer donc à la première présentation de l'auteur par le colonel Djibriba. Mon colonel, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Parler du colonel Abdoulaye Aziz Ndao est pour moi un grand honneur. Récemment, il a fait le buzz en écrivant une autobiographie en 2 tomes avec la gendarmerie en toile de fond. Il fit alors la une d'une presse nationale avide de sensations. Ce personnage fut analysé, disséqué sous tous les angles. Mais à ce jour, aucun journaliste ni aucune personne n'a pu percer la profondeur de la personnalité de l'auteur de ces bulots qui, en tenté de sa carrière, a pris bon de traduire un ressentiment résultat de multiples vexations, trahisons et injustices subies à la fin d'une carrière autant riche et aboutie. C'est de ce colonel Ndao que je dois vous parler aujourd'hui. Cette évocation ne sera pas simple. Si cette évocation, si elle devait revêtir une forme affective, ressemblerait à ceci. J'ai connu Abdoulaye Aziz Ndao sous-lieutenant en 1978, fraîchement sorti de l'école des officiers de meneur de France et affecté à Pôle-la-Paix, où il servit sous mes ordres avec enthousiasme et volontarisme. En 1983, en service à la Légion de gendarmerie d'intervention, lors d'un service à l'occasion du Magal de Touba, il m'accompagna chez son homonyme Feu Seyni Abdou Aziz Bara Baké, où je fus mon djeboulé pour devenir mouride. On salue la présence de son fils dans cette assemblée. Plus tard encore, il servit sous mes ordres au 2e groupe d'escadron porté de la FGI, où il commandait avec, on était sous les ordres du général Mansourian, colonel à l'époque, où il servit sous mes ordres au 2e escadron porté. Une période de braise marquée par le retour d'exil de France très agité du président Abdoulaye Wade. On s'en souvient encore. Mais soyons moins affectifs. Et disons-nous que cette forme de présentation ne sied pas à la cérémonie qui nous réunit ce jour, car nous nous évoquions simplement à prouver que pendant cette longue période où le jeune officier Ndao grandissait sous le harnais de nos subalternes, il a pu faire preuve de loyauté, de courage, de témérité et de caractère trempé. Il s'était fait distinguer par son honneur du service et son esprit de sacrifice. En effet, notre objectif peut être altéré par le temps et l'affection. Or, Bélago Diop ne disait-il pas, je cite, quand la mémoire va ramasser du bois mort et ramasse le fardeau qui lui plaît. Aussi, pour être plus prosaïque et revenir à la réalité du moment et au sujet qui nous réunit, on se doit de nous accrocher sur le curriculum vitae professionnel qui est très parlant et plus significatif pour cette cérémonie. Il y a 3 fois 33 ans, un jeune bachelier fit partie de la promotion des élèves officiers recrutés à partir du Britannique militaire Charles Thiorley de Saint-Louis. 2 ans après, il intégra le cours préparatoire des officiers de Fontainebleau, antichambre de l'école de Léogène de Meneur. Sorti avec le grade d'aspirant en 1978, il gravit les échelons d'une riche et exaltante carrière d'officier qui le voit assurer des fonctions de pouvoir en qualité d'instructeur ou de formateur, des fonctions de commandant d'unité mobile et territoriale, d'unité en OPEX, des fonctions de directeur du département juridique des forces armées
le chef de l'état-major de la gendarmerie et enfin le haut commandant en seconde de la gendarmerie nationale et sous-directeur de la justice militaire. L'officier supérieur Ndao exercera aussi des fonctions d'influence en qualité de chef de division de la justice militaire, le chef de division situation synthèse, le directeur de la lutte contre le terrorisme, le conseiller juridique du ministre des Forces armées, le conseiller référendaire du Conseil d'État. Il exercera aussi des fonctions internationales, notamment prévôt des armées au Tchad et au Libéria, policier international au sein de l'UMI, c'est-à-dire c'est donc un service des Nations Unies pour la Bosnie et Herzégovine. Président des experts de l'ANAD en Côte d'Ivoire, président de la Commission nationale des mines, président de la Commission nationale des armes de petit calibre, ex-secrétaire exécutif de la Commission nucléaire biologique chimique NBC. Il fut enfin attaché militaire, naval et de l'air en République de Chine et un établi où son excellence Cheikh Sadou Fall était son ambassadeur. Au cours d'une riche carrière, le colonel Ndao a été distingué dans les ordres nationaux et étrangers. Il est titulaire des distinctions honorifiques suivantes: commandeur de l'ordre national du Lion, commandeur de l'ordre national du Mérite, médaille d'honneur de la gendarmerie, croix de la valeur militaire dont 2 avec étoile d'argent, officier de l'ordre du Mérite de France, médaille commémorative de la libération du Koweït, médaille de l'Organisation de l'Union africaine pour le Tchad, médaille de l'Écomore pour le Libéria, médaille des Nations Unies pour la Bosnie et Herzégovine. Le colonel Ndao, le colonel Abdoulaye Aziz Ndao est titulaire de la licence en droit. Il est titulaire du diplôme au grade d'officier supérieur, du diplôme d'enseignement supérieur de la gendarmerie et enfin du diplôme du centre d'enseignement diplomatique et stratégique de Paris. Il prit part à de nombreux stages et séminaires qui firent de lui un expert émérite dans le domaine de la sécurité. Ce riche vécu professionnel et ce cursus universitaire prédispose certainement le colonel Abdoulaye Aziz Ndao à l'écriture professionnelle. Cet ouvrage pour une architecture sécuritaire d'un Sénégal émergent est l'expression de cette expertise avérée. Je vous remercie. Merci mon colonel. Je crois que nous, mieux que vous, ne sauriez présenter le colonel Abdoulaye Aziz Ndao, que vous connaissez certainement. Et il me fait préciser que vous avez été son premier commandant d'unité à la gendarmerie. Et vous l'avez décrit avec objectivité et avec brio. Je vous remercie infiniment. Je voudrais signaler la présence de Madame la ministre Maïmouna Kane. Tout le monde la connaît. Moi, en tout cas, je retiens toujours son élégance, sa courtoisie et son efficacité dans les hautes fonctions de l'État. Madame la ministre, nous vous saluons et nous réjouissons de votre présence. Nous avons également l'honorable députée, Madame Sormedienne Mbaké, que j'ai connue à la télévision quelque temps. Honorable députée, nous saluons votre présence et nous avons aussi la présence du général Kandji, que le colonel Ndao me demande de saluer. Il y a également le commissaire Keïta de la police nationale. Et enfin, nous signalons la présence du secrétaire général de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, M. Babacar Traoré, qui représente le DG de l'ASP, Maître Pape Khali Niang. Maintenant, nous allons passer au deuxième point. Le deuxième point sera réservé au colonel Alioune Diop. Si je devais me mettre à présenter le cursus du colonel Alioune Diop, on resterait là jusqu'à demain. Donc je ne vais pas m'aventurer dans ce domaine-là. Je veux juste vous citer quelques points de l'expertise du colonel Alioune Diop. Il est expert en gestion des systèmes de sécurité, en évaluation des risques sécuritaires pays, en sécurité urbaine, spécialiste établissement des indicateurs de paix et de sécurité pays,
stratégie de gestion de crise, en formation en sécurité, en organisation sécurité électorale. Ça m'intéresse. Moi, je suis un administrateur électoral. Voilà. Donc, formation en gestion de stress. Oh, le stress. Mon Dieu, tout le monde est stressé dans ce pays-là. Recherche et études de domaine paix et sécurité niveau continent. Analyse politico-sécuritaire pays, etc. Je voulais que je continue. Non, on va rester ici jusqu'à demain, parce que ce n'est pas fini. Très bien. Donc, je vais lui donner la parole et simplement remarquer qu'au moment où le premier livre du colonel Ndao était publié au Sénégal, beaucoup de personnes en parlaient sans l'avoir lu, évidemment. Mais lui, il a publié dans la presse une contribution et il nous a parlé des lanceurs d'alerte. Un lanceur d'alerte n'est pas un délateur. Un lanceur d'alerte est un citoyen qui croit en quelque chose et qui se dit, écoutez, il y a quelque chose qui est en train de se gâter dans ce pays. Il faut que j'attire l'attention de l'autorité sur cela. Et le colonel Ndao est un lanceur d'alerte. Mais il n'a jamais été écouté. Moi-même, je suis un lanceur d'alerte. Je n'ai jamais été écouté. Et c'est ce qui m'a conduit à écrire mon premier livre, Crise au projet agroforestier de Diourbel, mon combat contre l'arbitraire. Le lanceur d'alerte, le colonel Ali Diop nous en a parlé, le statut du lanceur d'alerte. Il doit être écouté. Il doit être protégé. Absolument. Parce que ce qu'il dit ne plaira pas forcément aux forces fautives. J'ai beaucoup apprécié cet article que le colonel Alioune Diop avait publié à l'époque. Moi-même, par la suite, j'ai publié un autre article que j'avais titré « Monsieur le Président de la République, au nom de la nation, écoutez les lanceurs d'alerte ». Et je voudrais le répéter ici. Les autorités doivent tendre l'oreille à ceux qui ne sont mus que par la paix, la prospérité, le progrès de notre pays, et qui voient des choses se détériorer quelque part, des pans qui tombent, et qui veulent simplement leur dire, écoutez, faites attention, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Là, c'est un cri d'alerte que je lance aux autorités de notre pays. Mais très souvent, vous avez des familiarités avec un ministre ou bien une autre autorité, mais dès qu'il est dans les couloirs du pouvoir, vous perdez son numéro de téléphone, il ne vous reçoit jamais, il ne vous répond jamais, et même si vous voyez le pays qui brûle quelque part et qu'il doit lui éteindre, eh bien, il ne vous entendra jamais parce qu'il n'écoute pas le lanceur d'alerte que vous êtes. Je voudrais donc, avant de passer la parole au colonel Alioune Diop, signaler la présence du colonel Mar et du général Kandji. Et il y a aussi le mouvement Yanamar. Yanamar, vous êtes là, hein? Vous êtes là. Vous n'êtes pas au Congo, non? Ils sont là, parce que voilà. Voilà. Eux aussi, c'est des lanceurs d'alerte. Vous voyez, c'est extrêmement important dans un pays. Mon collègue, je risque de trop long, je vous donne la parole et je continuerai à signaler la présence de certaines personnalités ici présentes. Vous avez la parole. Bonjour tout le monde, en vos noms, qualités et rangs. Je voudrais d'abord remercier le président de séance. Merci bien, Omar. Remercier également le maître des lieux qui nous a fait l'honneur de nous recevoir ici ce jour, Dr. Sen. Je crois qu'il est absent aujourd'hui. Je voudrais également demander au public de me permettre de sacrifier à une tradition bien militaire. Présenter mes respects aux grands anciens présents ici, aux généraux. Ce sont tous mes collègues et amis. Bon, il n'y a pas tellement de bazar, je crois. Sinon, il va les inviter à payer mon pot après. Je remercie bien sûr le colonel Momar Gueye pour le rappel de quelques activités personnelles. Et la présentation que j'ai l'honneur de vous faire ce jour comprendra trois parties.
La première en guise d'introduction de l'ouvrage en révélant le cadrage du livre et les thèmes abordés. La seconde abordera la présentation des différentes parties du livre. Et la troisième sera consacrée à une critique contradictoire des idées développées par l'auteur, en apportant aussi, autant que faire se peut, notre dose d'avis négatifs ou positifs, soucis et questions, et bien sûr, comme dans tout ouvrage qui se veut agréable à lire, les bizarreries qui réveillent notre humour, et Dieu sait qu'il y en aura. L'introduction que je vais vous faire, d'abord le titre de l'ouvrage, Sécurité pour l'émergence du Sénégal. Le titre nous interpelle certainement pour savoir quel est le lien des idées développées avec le plan Sénégal émergent lancé par le gouvernement depuis l'année dernière. Mais nous saluons sa parution parce qu'il vient de renforcer l'émergence, encore timide certes, d'une réflexion militaire indépendante et responsable sur les problèmes nationaux de sécurité. Ça, c'est un avantage certain. Le genre littéraire que nous avons aujourd'hui, nous pensons être cette fois-ci avec une nouvelle dimension du genre littéraire qui se démarque des derniers écrits d'anciens militaires. En effet, nous étions plus habitués aux livres marqués par les tandems, biographies et parcours professionnels. C'est ce qu'on avait avec le général Cissé, le général Niang. Momar, c'était également une expérience professionnelle profonde. Ou bien la polémique ouverte sous le manteau de lanceur d'alerte avec les livres de l'auteur l'an dernier. Cette fois-ci, il tente une analyse de l'architecture et le fonctionnement des deux importantes institutions de la sécurité nationale, à savoir la police et la gendarmerie. Mais le naturel de l'art revient quand même au galop avec une insistance sur son parcours professionnel, comme nous allons le voir un peu plus tard. Les thèmes qu'il a abordés ont trait d'abord à la sécurité nationale au niveau opérationnel, police et gendarmerie, l'architecture nationale de sécurité, la coordination et l'emploi des forces, le maintien de l'ordre, la coordination des services de renseignement, la cybercriminalité, sécurité urbaine avec l'agence de sécurité de proximité. Tous ces thèmes sont des thèmes pertinents et d'actualité dans la quasi-totalité des pays de la région, voire du continent, et qui nous permettront d'apporter des observations au regard de paramètres objectifs et partagés par la communauté sécuritaire dans le continent. Voyons donc comment présenter ce livre. Il faut d'abord, certains qui l'ont déjà, ont bien vu que ce livre est écrit d'abord en remerciement, disons, à 3 personnes. D'abord son épouse pour son compagnonnage, dit-il. Mais il exagère le bazar. Mais l'épouse, ce n'est pas seulement un compagnonnage. Et bien sûr, pour plus, bien plus évidemment, surtout le soutien affectif inébranlable que seules les épouses peuvent apporter. Mais il exagère. Ce n'est pas le compagnonnage seulement, c'est le soutien affectif permanent. Ça, nous le devons à nos épouses. C'est extrêmement important. Quand on est tranquille à la maison, la tête peut aller où elle veut. Ensuite, à une dame de cœur, Madame Yaye Aïssata Dia, pour le soutien qu'elle lui a apporté via Facebook. Alors ça, là, quand j'ai vu ça, moi-même, je dis, tiens, comme mes amis ivoiriens disent, donc c'est une vraie dame fashion et branchée, comme on dit au pays de la lagune urbaine. Enfin, à un boy de tapé, qui est peut-être de Mbotipon ou autre, M. Hassan Touré, qui dit-il a mobilisé l'opinion pour le défendre, en clair, quelqu'un qu'on pourrait qualifier d'agitateur social en mission commando. Bon, s'ils sont là, je voulais vous demander qu'on les reconnaisse et qu'on les applaudisse. Est-ce qu'ils sont là? Il y a assez bon d'accord. On se parlera après. Merci bien à vous tous. L'introduction du livre, partie intéressante, car l'auteur nous livre d'emblée des informations qui nous permettent de cadrer sa personnalité à l'entame de ce livre.
D'abord, il rappelle les motivations qui l'ont poussé à écrire ce livre. Il nous dit, d'abord, l'interview télévisée du ministre du PSE, M. Aziz Daou. Aziz Daou, pardon. Au moment où il était encore aux arrêts, avec un moral, dit-il, je cite, dégoûté des gens de mon peuple et le comportement face à mes livres. Ensuite, quand même, il se rétablit parce qu'il dit c'est un désir d'apporter, je cite, une contribution à même de jeter les bases d'une nouvelle approche des enjeux de la sécurité et une volonté de faire ouvrir un débat large, critique et constructif. Là, tu nous plais. Là, on est sur la même fréquence avec ça. Ensuite, il lance une invitation à l'endroit, je cite, de ses collègues de la gendarmerie et de la police, même les professionnels du droit, les administrateurs civils, à exposer leur vision sur la sécurité pour permettre dans ce domaine précis à notre pays, notre État, notre nation, oui, notre peuple d'émerger. Il partage enfin avec nous une certaine prudence et beaucoup de déclarations d'intention d'une forte humilité. Il nous confie d'abord que cette fois-ci, il va écrire, mais je cite, je demanderai l'autorisation avant de publier ce que j'écris, pour me mettre à carreau face à la machine répressive de l'armée. Quelle armée? Les gendarmerie et police, il parle de police et gendarmerie, quelle est l'armée à faire ici? On va avoir des comptes avec certains journalistes. Et de mentionner quand même avec humilité que sa part de contribution ne sera pas exhaustive. Bon, ne sera pas complète, d'accord. Elle mérite d'être critiquée, il l'admet. Elle n'a qu'une prétention, exister et rien qu'exister pour pouvoir être critiquée, démontée et offerte à nos décideurs. Bon, donc nous, en ce moment précis, l'auteur nous a libérés et nous a mis en confiance pour déconstruire son œuvre et on va y aller avec plaisir. Première partie du livre. Le titre, les forces de sécurité traditionnelles, est consacré à une analyse critique de l'organisation de la police nationale, des pages 19 à 40, et de la gendarmerie en abordant successivement les volets organisationnels de la force, organigramme, déploiement sur le territoire, opérationnel, modalité d'emploi des forces, logistique, équipement et accessoires, ressources humaines, formation et recrutement. Tout en formulant au fur et à mesure des propositions très souvent liées soit à l'expérience professionnelle personnelle, soit à des avancées significatives qu'il a eu à découvrir au niveau de formation ou entité étrangère. Bon, je n'ose pas vous montrer mon livre là parce qu'il est tellement... Mais moi aussi, j'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose. Dans ce domaine, la première cible est la police, qui voit ses services majeurs passer au fin par l'auteur. D'abord la DGSN, la Direction générale de la sécurité nationale, où il demande une remise à niveau en recommandant la mise en place du bureau d'analyse et de prospective. Sa analyse de prospective, il est très bien ça. Le deuxième aussi, un recours plus accentué aux statistiques, et vous allez le découvrir plus tard. Dès qu'il aura une autre responsabilité, ce sont les choses qu'il va mettre en place immédiatement. Il demande des conseillers spécialistes par thème, des cellules d'investigation criminelle dans les commissariats régionaux, de renforcer les capacités de maintien de l'ordre au niveau des gouverneurs de région en leur mettant en place des compagnies d'intervention. Ça, c'est des idées novatrices. D'étudier avec la mise en œuvre de l'acte 3 et de la communalisation généralisée des systèmes de police, la mise en place du système de police en lieu et place des brigades de gendarmerie, puisque police correspond beaucoup plus à commune. Il aborde ensuite les modalités d'intervention de la police, particulièrement au niveau des grandes villes comme Dakar et Touba, en proposant un système opérationnel composé de points d'ancrage bien ciblés, accouplés de patrouilles légères, mais 24 heures sur 24. Mise en place de numéros verts plus simples à 3 chiffres. Les numéros verts du Sénégal souvent sont à 8-6 chiffres. Souvent, je ne sais pas qui dit ça. Bon, Chapilla n'est pas je ne sais pas. Il y a là. Je ne le vois pas. Et la mise en place d'un PCO, donc d'un centre de coordination opérationnelle conjoint avec la gendarmerie, la police et les pompiers sous la direction, bien sûr, du ministère de l'Intérieur, mais également fonctionnel 24 heures sur 24.
au lieu des options temporaires. Le tout renforcé d'un système public de vidéosurveillance urbaine. Nous allons revenir sur ça parce que c'est le style moderne. Enfin, il fait après un vrai plaidoyer pour le renforcement de la mobilité des unités de la police nationale sur l'ensemble du territoire, la construction de nouveaux bâtiments, la mise à disposition d'équipements, d'armement, d'équipements de protection et de tenues de grande qualité pour améliorer l'image de la police. Bon, rien à dire dans cela, sauf que Madame la DGSN va certainement le bénir dans ses prières pendant 40 jours. Notre œuvre aborde ensuite le problème des manifestations publiques suivies de violences, tout en regrettant d'abord, je cite, la frilosité naturelle des autorités administratives lors des manifestations, alors que, dit-il, le droit à manifester, inscrit dans la Constitution, doit trouver son plein exercice, sans autre limite que la responsabilité des organisateurs. Il dit qu'il faut savoir distinguer, informer à temps l'autorité et demander l'autorisation. Ça, nous reviendrons dessus sur notre phase critique. Il y a des idées à échanger. Il finit enfin cette analyse de la police en proposant de cibler, pour des raisons budgétaires, le marché de l'occasion en France, Italie, Allemagne pour équiper la police. Parce que, dit-il, je cite, la rationalisation des choix budgétaires impose l'affectation des ressources en priorité à des secteurs plus stratégiques comme la santé, l'éducation, l'agriculture et même l'énergie. Là aussi, il verrait que je ne suis pas du tout d'accord avec lui tout à l'heure. Seconde cible, la gendarmerie nationale, avec un titre intitulé « Rappel des réformes envisagées dans la gendarmerie ». Le titre déjà en dit long sur ce que je vous disais tout à l'heure. D'emblée, il y a l'option de l'auteur de revenir sur son implication dans son parcours professionnel dans le débat. En effet, il rappelle d'abord le décret de 2006, afférent aux réformes des structures internes des moyens de la gendarmerie nationale. Page 41. Je cite que sous la responsabilité directe du haut commandant second, lui-même à l'époque, la gendarmerie, pour la première fois depuis l'indépendance, s'est dotée d'un état-major digne de son institution avec toutes les composantes modernes d'un état-major. Bon là, Aziz, tu verras avec tes anciens amis Pandore, là, il y a beaucoup qui sont là. Voyons donc les nouveautés que l'auteur a réservées à la gendarmerie. Centre opérationnel de la gendarmerie pour la conduite des opérations, 24 heures sur 24. État-major à 3 composants, adjoint Ops avec 4 divisions. Renseignement, les 2 autres, statistiques prospectives, je vous avais dit, et emploi. Donc il y a les 2 bébés chouchous de l'hôtel qui sont déjà là. Adjoint l'autre avec 4 divisions, dont une d'informatique et de transmission. Donc un de ces bébés chouchous revient. Le cabinet du haut commissaire avec 3 divisions, coopération internationale, communication. Bon, moi, j'aurais dit peut-être relations publiques. C'est peut-être la vie des gendarmes. Et une division sociale. Alors, inspecteur interne de la gendarmerie avec un bataillon d'inspecteurs. Inspecteur gendarmerie territoriale, gendarmerie mobile, logistique, affaires administratives et financières, formation. Donc là, vous avez pu casser tout le monde. Et commandement des écoles. Donc vraiment, ça c'est vrai, il y a une architecture de sécurité nouvelle de la gendarmerie qui part d'en haut pour descendre vers les derniers échelons du territoire. L'auteur exprime ensuite certaines convictions dans les domaines jugés d'importance pour l'institution. Il déplore et s'inquiète ensuite du recrutement de 30 maîtrisards par an. Qu'est-ce qu'il raconte les maîtrisards? Bon, d'accord, vous verrez après. Ainsi sur la départementalisation plus poussée de la gendarmerie. Demande la mise en place, la poursuite de la mise en place des légions de gendarmerie territoriale, tout en insistant sur le maintien du système en place, c'est-à-dire souvent des légions couvrant 2 régions administratives comme pour les zones militaires. Sinon, comme l'acte 3 est venu, qu'une étude soit menée pour prendre en considération l'application de l'acte 3. Effectivement, l'acte 3 peut demander une mise en place par région, alors que la gendarmerie déjà avait une mise en place couvrant souvent 2 régions administratives. C'est des débats intéressants. Ensuite, comme pour les policiers, il lance un plaidoyer tous azimuts pour le renforcement des moyens de la gendarmerie. Dans les domaines logistique, administration, toujours ressources humaines, mobilité, habillement, couchage même, armement, maintien de l'ordre, des équipements spéciaux.
Et il va plus loin, en page 65, je cite, il demande que les ressources mobilisées dans le cadre du PSE devraient prendre en compte un plan de développement de la gendarmerie. Vraiment, tu es certain? Bon, en tout cas, le commissaire aussi va prier pour lui pendant 40 jours. Il a la chance. Il déplore également l'utilisation de la fameuse brigade de recherche qui, dit-il, doit revenir aux normes de police judiciaire. Il demande à l'État de ne plus lui confier certaines missions comme les enquêtes judiciaires sur la traque de biens d'Imarapi. Car d'après lui, cela n'apporte à la gendarmerie que suspicion, accusation et autres artifices judiciaires qui ne méritent pas à la réputation de l'institution. Bon, donc ça, vous verrez avec vos chefs. Deuxième partie du livre, intitulé Nouvelle responsabilité et nouvelle perspective. Là, il revient sur quelques points qu'il avait déjà évoqués, donc consacré à un ensemble de recommandations, surtout afférentes à l'urgence de l'adoption de mesures de coordination pour la recherche, l'analyse et l'exploitation de l'information et du renseignement, la coordination des services de renseignement nationaux, la coordination des services de sécurité dans le domaine du maintien de l'ordre et de la police de la circulation, la mise en place de laboratoires d'analyse de la drogue et la prise en compte de la cybercriminalité. Avant de terminer par un chapitre très fouillé sur les principes, missions, modalités d'opération et déploiement national de l'agence de la police de proximité, en précisant que, je cite, l'agence nationale de sécurité doit être une force d'appoint, une force préventive qui permet aux deux polices d'État, gendarmerie et police, de se consacrer à l'essentiel en leur enlevant les tâches élémentaires d'observation, de présence et de surveillance. Ceci constitue donc pour lui sa conception de ce que nous appelons la sécurité urbaine. Peut-être il va nous préciser. La conclusion du livre semble être un défoulement succinct avec des phrases fortes sur le comportement de ses compatriotes dans la recherche de l'émergence. Morceau choisi. Aucun pays ne peut se développer, encore moins émerger dans la négation publique qui conduit au non-respect du bien public. Deuxième, la personne qui reçoit une charge publique, qu'elle soit élective ou nommée, devient la proie de son système social qui le met en face des conseils, demandes, dont tous les résultats ne peuvent aboutir qu'à la mise en place des conditions extrêmes de la corruption, de la concussion et du népotisme. Et bien sûr donc, nos adeptes de la recherche de la visibilité religieuse à tout prix en prennent aussi pour leur compte. Et je cite, notre problème, une attitude de dévotion irréprochable et notre comportement malsain, vicieux, intéressé défie toutes les lois de Dieu. Avant donc de poser la question finale, sommes-nous alors des naffères hypocrites, des hypocrites qui croient tromper Dieu par notre show collectif, sans pour autant respecter une seule ligne de ses recommandations? Bon là, donc j'ai dit à bon showman religieux ou animateur religieux de télé, salut et à vos réponses. Je vais citer personne parmi la panoplie que vous avez tous les jours sur vos télévisions. Moi-même, mes collègues de Cotonou, souvent, qui ont fait les études, ils m'appellent parce qu'ils zappent tous les matins les télés sénégalais. Après, ils m'appellent chef. Mais chez vous, c'est République islamique maintenant ou pas? Et toutes les chaînes sont obligées. Je dis qu'on t'en fait pas. Moi, j'ai au moins un pays de république. Voilà donc, mesdames, messieurs, chères audiences, l'économie de la présentation du livre du colonel que j'ai eu l'insigneur de partager avec vous ce jour. Je vais donc sans tarder passer à revue l'essentiel des questions qui constituent l'ossature des points de critique que je voulais mettre sur la table du débat qui va suivre. Le premier, c'est l'ambiguïté du titre de l'ouvrage. Les risques d'interprétation diverses du public. Aziz connaît bien son public sénégalais. Est-ce que c'est pas l'opportunisme? Est-ce qu'il y a une corrélation avec le plan Sénégal émergent, surtout avec les 18 actions prioritaires dans le cadre du PAP, du PSE? Et à titre personnel, Aziz, tu avais écrit il y a tant de mois pour démonter, maintenant tu écris Sénégal émergent, là, ça c'est pas clair. Ça, tu répondras au Sénégalais. Le livre reste quand même, laisse pour moi au niveau opérationnel. C'est-à-dire que je n'ai pas vu le volet stratégique. Il y a l'absence de cadrage stratégique. Afférant soit à une stratégie nationale
de défense et de sécurité précisé dans le cadre stratégique du PSE, j'ai regardé, il n'y en a pas. J'ai sorti ce qu'on appelle la déclaration d'Abidjan, la réunion qui s'est tenue le mois passé, organisée par le premier de la Côte d'Ivoire. Le président Sall était là-bas, sur l'émergence en Afrique. Quels sont les principes? J'ai le compte rendu, j'ai regardé, mes amis qui sont de l'autre côté, je vais leur parler aussi. Ils ont oublié encore la sécurité. Soit donc à une référence, à une inclusion du volet sécurité dans les 18 projets prioritaires du texte. Je n'ai pas vu ça. Donc, corrélation, c'est cité de temps en temps, mais pour moi, le croisement stratégique qui devait sortir là, je ne l'ai pas vu. Vous faites bien cependant d'insister sur la nécessité urgente de mener une étude conjointe sur l'adéquation, application acte 3 et déploiement ou réaménagement du déploiement des forces de sécurité territoriale. Bon, les gars ont foncé sur l'acte 3, mais quand même, il y a des gens là-bas, il y a le Conseil national de sécurité, non. Il y a les chefs acteurs, c'est eux qui doivent faire le freinage. Ah, chef, je suis désolé, mais est-ce qu'on n'a pas oublié la sécurité? Je crois que ça, c'est le problème. Donc, le plaidoyer, à mon avis, sera nécessaire. Il faudra trouver un porteur stratégique pour en convaincre le politique. Aziz, il y a une autre tâche. Il y a le problème de conception de la gestion permanente de la sécurité urbaine. Bon, ça, je suis désolé, c'est mon background Nations Unies qui vient. Mais également un autre background national. Votre proposition d'un PCO intégré est louable, avec des points d'ancrage et des patrouilles. Le tout renforcé par des caméras de vidéosurveillance pour savoir ce qui se passe, placé en des points stratégiques de la ville. Mais il faut noter à ce sujet que le concept dit de gestion permanente de l'insécurité urbaine, en anglais Urban Insecurity Management, a beaucoup évolué et se consolidé avec les modalités suivantes. D'abord, il faut un centre de coordination intégré, d'accord, pour les gendarmeries, gérant un centre de surveillance du territoire urbain et rural avec un ensemble d'écrans, c'est une salle OPS, un ensemble d'écrans livrés à des camarades de surveillance fonctionnant 24 heures sur 24. C'est ça le nec plus extra de la sécurité urbaine aujourd'hui. Le commandement est fait à tour de rôle entre officiers supérieurs de police et de gendarmerie. L'intégration des forces d'intervention, police et gendarmerie, avec des détachements déployés dans les secteurs urbains définis. Les villes sont divisées en 3, 4, 5 secteurs et affectées à des unités qui tournent dedans et qui gèrent cela. L'armée fournit en permanence une réserve d'intervention en attente sur roue 24 heures sur 24. La décision politique d'accroître les moyens roulants, communication, équipements spéciaux sont pris par les chefs politiques. La stratégie de communication hebdomadaire ou ad hoc en direction du public est faite. La sécurité, ce n'est plus maintenant une patate chaude que l'autorité politique et sécuritaire en exercice pourra garder et juste rendre compte quand le public a parlé. Des numéros verts simples, 2 ou 3 chiffres, 4 chiffres maximum. Voilà, 911 ou autre. Maintenant, des exemples vivants existent dans la sous-région. C'était d'abord le SACOS de Côte d'Ivoire, dans le Niaïla témoin, amélioré avec le CCDO, où les chefs politiques, celui qui est parti et celui qui est venu, ont mis les moyens. Aujourd'hui, quand nous sommes en consultance dans la région et que le ministre nous dit l'amélioration de notre ville, moi je leur dis allez visiter Abidjan. Il y a un témoin là, il est là. On était là-bas ensemble. Quelques commentaires sur le concept d'intégration des forces en situation de crise pour une ville. Mais il est sénégalais, c'est le général Amadou Abdoulaye Dieng, gouverneur militaire de Casamance en 90. Intégration, c'est dommage, Diouf n'est pas là, Kodembeng n'est pas là. Tu étais là-bas. Intégration des forces, le ministère de l'Intérieur de l'époque ne voulait pas. Le gouverneur est allé jusqu'au président pour qu'on nous donne ça. J'avais l'insigne d'être le gouverneur militaire adjoint. Projet phare des propositions de votre serviteur dans ses missions au niveau des pays de la sous-région. C'est ce que je reprends. Bamako est là, c'est ce qui leur manque.
C'est quoi là? C'est quoi? Qu'est-ce qui nous manque? C'est l'intégration, la gestion de la sécurité, de l'insécurité urbaine. Vous mettez un PCO, un centre de coordination, fonctionnant 24 heures sur 24. Avec une salle, comme chez les aviateurs, les écrans de télévision sont là. D'accord, j'ai vu les trucs sont installés. Mais comme j'ai dit, les caméras sont trop basses. Première manifestation des élèves. Tout à l'heure, les caméras sont où? En l'air, non. Bon, je n'ai pas été consulté, je ne connais pas le principe, mais je peux regarder et donner point de vue à mes collègues avec qui je travaille. Donc, cher, quand vous faites ça maintenant, la ville est divisée en 5 ou 6 secteurs. Vous affectez des unités locales. Police ou gendarmerie, 24 heures sur 24. Le commandement des unités d'intervention est fait à tour de rôle. Police, gendarmerie, pour que les gens ne se tirent pas dessus. Et maintenant, l'armée a une réserve permanente qui est bat commando aujourd'hui. Bon, actuellement, on est trop lourd là. Donc, les autres peuvent venir aussi. Et là, maintenant, 24 heures sur 24, il y a le débriefing. Ensuite, chaque semaine, vous faites votre politique de communication. Il y a tant d'incidents qui sont passés, c'est géré par texte. C'est ça, la gestion dynamique de l'insécurité urbaine. Hein? En partie. En partie. Bon, d'accord. Tout à l'heure, question-réponse, vous revenez en partie. Bon, à titre d'exemple, il faut savoir, bon, il parle de manifestations. Ma question, c'est est-ce que nos forces de sécurité le savent? Deuxième question, est-ce que ceci est enseigné aux autorités administratives à l'ENAM? Ça aussi, je ne sais pas. Peut-être que c'est un débat qui va venir. Maintenant, vous revenez sur les manifestations violentes. Il faut savoir quand même que chaque fois qu'une intervention, une manifestation est suivie d'interventions violentes, ici au Sénégal, on note le pays et on l'envoie aux organes de notation. Fondation Mo Ibrahim, Afrobaromètre, Maya, Afrima. C'est pour ça que si vous consultez Fondation Mo Ibrahim, les indicateurs, suivez le Sénégal pendant 10 ans ou 5 ans, ils peuvent être bons sur liberté d'expression et tout ça, mais sécurité là, c'est leur dernier temps. Les sites sont disponibles. Enfin, vous optez ou bien vous acceptez que la priorité stratégique des ressources demeure à la santé, l'agriculture, l'énergie, etc. Là, vous n'avez pas de chance. Vous êtes tombé sur un membre de la communauté d'experts de sécurité qui défend depuis 10 ans environ l'inversion du triptyque développement, paix, sécurité. Et son remplacement par un nouveau paradigme qui s'appelle sécurité, développement et paix. Et c'est actuellement que nous commençons à voir que la communauté internationale suit ce groupe-là. Et pour nous, notre meilleur modèle de président qui met la sécurité en avant dans la zone Afrique, c'est Idriss Déby. Bon, c'est vrai qu'il avait un cas précédé, c'est pour ça qu'il a inversé. Mais au moins, c'est lui qui a mis vraiment sécurité en avant de pouvoir revenir à son développement. D'ailleurs, les affiches encore disponibles dans certaines villes de Dakar, du Forum sur la paix et la sécurité organisé en décembre dernier à Dakar par l'Institut de l'ancien ministre Gadio, précise bien, essayez de lire, la sécurité précède le développement. Alors, chaque fois que je passe là-bas, je suis heureux. Donc nous, on peut prendre un bon plan de Niaïe et puis on est content. It makes our day. Quand on voit ça. Enfin, je voudrais, avec votre permission, laisser certains points de débat tout à l'heure avec toutes les compétences que je vois ici. Mais comme promis, je vais conclure avec 2 points. Les points marrants du livre que je vous avais promis et certaines ambiguïtés que l'auteur devra lever pour nous. Il dit, par exemple, je cite, oui, j'ai voulu prendre un assistant. Il a le même prénom que moi. D'habitude, ceux qui ont la chance de porter ce prénom sont charmants, séduisants et souvent honnêtes avec eux-mêmes. J'ai accepté ça bonne fois, je l'ai cru et je me suis dit pourquoi pas. Je crois qu'on va le mettre sur la table. Hein? Bon. Le deuxième, c'est que Tala va vous traduire. Il fait vraiment le catalogue ou le riti des Sénégalais, comme dirait certains de nos journalistes. Bon, il faut que tu nous expliques pourquoi ce riti de Addis. Ensuite, maintenant, il fait un appel du pied, un avertissement d'abord, puis une information, à un certain Baroque de Moukouman. Mais là, je ne comprends pas, c'est un partenaire de salon ou c'est un partenaire de sortie
C'est un partenaire d'enfance. Bon, ça, il faut le dire. Last but not least, l'expression la déazizification. Qui a fait d'abord vers Wikipédia, avant que je me ressaisisse, après une deuxième lecture pour essayer de déchiffrer et de comprendre un peu. Bon, ça aussi, il faudra m'expliquer tout à l'heure. Enfin, en guise de conclusion finale, une note bien positive. La joie de voir ce livre contribuer à l'émergence pour la reprise des activités d'écriture des personnels de sécurité du pays. Il y a tellement d'expériences à magasiner, d'actes significatifs de portée nationale ou internationale, que je souscris entièrement à l'appel du colonel Ndao et l'appel de Lamotran, l'appel de Momar, à encourager nos anciens, nous-mêmes et nos jeunes à faire bénéficier le public, nos jeunes dans les institutions de sécurité, armée, police, gendarmerie, eaux et forêts, pompiers, donc à écrire et laisser un legs de valeurs et de références aux générations actuelles et à venir. Je vous remercie de votre aimable attention. Bravo, mon colonel. Vraiment, il a disséqué l'ouvrage et il a également aiguisé votre appétit, je suis sûr. Avant de revenir à faire un petit commentaire, je vais signaler la présence du colonel Samba, de Madame Dia, qui a soutenu le colonel. Oui, elle est là. Elle est où? Elle est de ce côté-là, je pense. Voilà. Il y a également la présence du colonel Malik Sissé. Il est là, il se cache là. Mon colonel, bonjour. Nous signalons aussi la présence de Seydi Sow, écrivain, membre de l'association des écrivains du Sénégal. Il est là-bas au fond. Et il est grand prix du chef de l'État pour les lettres. Je vais profiter juste avant de passer la parole au... Ces relations au niveau de la famille. Colonel Ndao est un soutien de famille. Bon père. Il a consacré et consacre encore un soin attentif à toute la famille. Donc, pour le connaître, il faut l'approcher, vivre avec lui, le fréquenter. Très proche de sa famille, de ses frères et de ses sœurs, il voue un amour sans faille à son épouse et à ses enfants. Loyal, disponible, prêt à rendre service, bon conseiller, le colonel Ndao reste un pilier indéboulonnable dans la famille. Toute sa famille, ses amis, peuvent en témoigner. Pour terminer, nous formulons nos prières au colonel Ndao pour un nouvel envol plus radieux et en bonne place dans le Sénégal émergent et démarche. Merci, mon colonel. Constitutionnel à la retraite. Et par commodité personnelle, je voudrais demander qu'on vous permette de m'asseoir. Vous êtes autorisé, mon commissaire. Voilà, je suis comme tout le monde tout à fait satisfait et content d'être à la cérémonie de dédicace du livre, du deuxième livre de Abdoul Aziz Ndao. Nous avons toujours dit Abdoul Aziz Ndao. C'est avec l'apparition de ce premier livre que moi j'ai vu Abdoulaye Aziz Ndao. Mais nous avons toujours dit Abdoul Aziz Ndao. C'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Abdoul Aziz Ndao s'est positionné en tête de pont. En tête de pont d'une nouvelle démarche intellectuelle des gens d'uniforme. C'est une très bonne chose.
parler de la sécurité sous l'angle par lequel il a fait, c'est didactique, c'est très bien. Mais moi, ce que je voulais, l'accent sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est la sécurité dans le contexte actuel. La sécurité dans le contexte actuel, ce n'est pas opérationnel, ce n'est pas uniquement des effectifs. Il y a des paradigmes sans lesquels cette sécurité-là continuera à être ce qu'elle est, c'est-à-dire les populations sont encore insatisfaites du niveau de sécurité dans le pays. Il faut qu'on arrive dans nos démarches, dans les futures publications, que l'on arrive à intégrer certains éléments. La société, avec ses valeurs, avec ses tares et ses avatars, la société avec ses besoins en matière de prévision de la criminalité. Les avocats qui sont là pour vous dire, pour certifier ce que je dis, les parquets sont submergés de dossiers. Parce que simplement, les mécanismes de régulation à la base n'existent plus. Alors, la sécurité qu'il nous faut, c'est justement une sécurité qui prend en charge ces différents éléments. Et là, c'est un travail qu'il faut engager, qui permettra d'arriver à la participation citoyenne à la sécurité, au contrôle citoyen sur les programmes de sécurité. Tout se fait en matière de sécurité, tout se fait en marge de la société. Ce qui fait que le terme est tabou, la sécurité est tabou, seuls les spécialistes en parlent, et quand on en parle, on se rend compte de la maîtrise qu'il y a par rapport au terme. Alors, le travail qu'il y a à faire, donc, c'est un travail de sensibilisation, un travail à la base, qui n'épargne pas l'homme de sécurité. Quand on prend en compte la relation fonctionnelle, Alioune Diop a parlé de relation fonctionnelle, sécurité, paix et développement. Moi je dis non, je dis développement, civisme, culture et sécurité. Et je dis qu'il y a une relation fonctionnelle extraordinaire entre ces quatre éléments. Quand on enlève le civisme de l'application de la sécurité, on a des problèmes. Je donne l'exemple du gardien de la paix ou du gendarme qui est de faction quelque part. Et à 2 mètres, un monsieur se soulage le long du mur. Vous demandez au policier, il vous dira que ça ne fait pas partie de ma mission. Déjà, sur le plan des textes, il n'a pas pouvoir de saisir. Les actions que les policiers font en matière de maintien de l'ordre, c'est sous la dictée, entre guillemets, de l'autorité administrative. Il faut qu'on arrive à nous éloigner un tout petit peu des textes que nous avons hérités de la colonisation. Merci. Parce que tous les textes que nous appliquons, c'est des textes hérités de la colonisation et que nous avons toujours appliqués comme sur une table rase, et voilà les problèmes que ça donne. Merci. Le policier, le gendarme a besoin de se libérer. Vous prenez par exemple, le concept de droit humain. Nous avons parlé de lanceur d'alerte. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport au fait qu'il y a obligation de réserve. C'est ça. Ça ne tient plus dans le contexte actuel des droits de l'homme. Du point de vue du renseignement. Du point de vue du renseignement, il y a des éléments dont on ne parle pas. On ne parle pas, par exemple, de l'intégration dans le dispositif de mécanismes pour éviter les écoutes téléphoniques. Merci, commissaire. Commissaire, vous allez... Beaucoup bien apprécié, il le sait parce que je leur ai dit. Et comme moi je ne suis pas quelqu'un qui travestit la vérité, je ne lui ai pas dit. Pourquoi? Asi, chaque fois qu'il venait en mission, en voyage, en vacances, Ali ne passe jamais au Sénégal sans que dans la semaine, il m'appelle, il dit bonjour Marion. Sauf pour ce livre. Donc, il avait peur, peut-être que je fasse des observations sur ce livre, et il ne va pas saisir. Moi, je lui aurais demandé d'enlever beaucoup de choses qui, à mon avis, ne crédibilisent pas le tout.
l'histoire de Yahya Jammeh, mon majordome. Je pense que Yahya Jammeh est un chef d'État de la sous-région. À côté de nous, un voisin. On ne peut pas, à mon avis, allô, c'est mon bien, on ne peut pas, à mon avis, quand on est voisin du Sénégal, un officier en activité sur la tenue, faire des observations sur un chef d'État étranger. Entre autres observations. Allez, on se ressemble, c'est pourquoi on est amis. Parce que, rebelle pour rebelle, je pense que tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Voilà. Comme lieutenant, j'ai dit un point de suspension, parce qu'on m'avait donné des instructions que je trouvais anormales. J'ai dit, on m'a sanctionné 60 jours d'arrêt de rigueur avec avertissement du ministre. Je me suis fâché, j'ai quitté l'armée, je suis allé à la gendarmerie. C'est comme ça que je suis devenu gendarme. Arrivé à la gendarmerie, j'ai commandé les unités de la LGI, la compagnie territoriale du fleuve, la compagnie territoriale de Casamance, la compagnie territoriale de Caisse, l'unité territoriale de la Sénégambie, avant d'être le commandant de la NGI, ensuite gouverneur du palais, directeur de l'administration pénitentiaire, donc, mais toujours avec le grade de colonel. Pourquoi? Parce que c'était mon choix. Et Aziz aussi, c'est son choix. Quand on est rebelle, on accepte de rester colonel. Moi, je suis passé général, ce n'est pas un accident. Tout le monde sait que si, quand on est rebelle, on accepte de rester colonel. Moi, je suis passé général par accident, tout le monde le sait. Et donc, c'est pas. Je resté 13 ans avec le grade de colonel, là où des officiers sont passés au bout de Royaume-Uni. Vous vous rendez compte? Donc, c'est pas le fait d'être général ou de ne pas être général qui est important. Parce que le général n'a rien de plus qu'un colonel sur le plan professionnel. Rien de plus. C'est un titre. L'honneur, et tout le monde n'a pas cette chance. Depuis 1960 jusqu'en 2006, au moment où j'ai été nommé général, il n'y a eu que 7 généraux dans la gendarmerie sénégalaise. Depuis 1960 jusqu'en 2006. Non, on va voir un peu partout, mais la vérité, c'est une chose, c'est quelque chose. Il n'y a pas de mérite à mettre au cadre général. Ça, je voulais préciser en l'opinion. Le mérite n'amène pas au grade de général. C'est un parcours, fait de discipline, fait d'acceptation des règles sans broncher. Voilà le profil du général. Aziz, il n'a pas le profil du général. Moi, je ne l'ai pas. Non, il le sait. Il le sait, Aziz, il n'a pas le profil du général. Oui. Merci, mon général. Mais non. On a parlé de manifestation publique. En disant qu'on autorise la manifestation publique. Une manifestation publique ne s'autorise pas. Les autorités administratives n'ont pas à autoriser les manifestations publiques. L'autorisation, c'est qui autorise? Non, c'est autorisé par la Constitution. L'autorité administrative ne peut qu'interdire. Elle ne peut pas autoriser. C'est la précision que je vais faire. Merci, mon général. Merci, mon général. Je vais donner la parole à son Excellence, l'ambassadeur Cheikh Salihou Fall. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci mon colonel. Mon colonel, pour vous le souhaiter, je vais essayer d'être extrêmement court. Et je voulais d'abord saluer. Une part qui vous représente, la plupart d'entre eux m'ont commandé, aussi bien dans la gendarmerie, dans l'armée, ou bien dans des structures interarmées. Je remercie particulièrement le général Mansour, le colonel Kouman Sarr.
le général Massounian, parce qu'il a toujours été un exemple pour moi. Et j'ai toujours suivi son exemple. Son témoignage me va droit au cœur. Je remercie aussi le collègue Simansar. Le collègue Simansar, les relations qu'il a avec moi, n'est pas une relation professionnelle. Il est pratiquement un frère pour moi. Et il m'a toujours protégé, il m'a toujours couvert dans la jeunesse. Peut-être que si je n'ai pas été venu, je le lui dois. Les généraux de l'armée qui sont là, le général Talena, le général Samba, le général Kandi, tous les fois j'ai servi avec eux. Le général Samba, le général Talena, c'est à l'Enoa. Le général Kandi, c'est au ministère des Forces armées et il a été chef du cabinet militaire. Ils m'ont toujours témoigné de leur affection, de leur soutien et m'ont fait profiter de leur expérience. Le colonel Chaboulaye, le colonel Balabé, le colonel Chaboulaye, j'ai partagé avec eux beaucoup de choses et souvent j'ai été sur le zone. Donc tous les officiers, je tiens à les remercier de présence. J'ai choisi le colonel Alim Diop pour présenter mon livre parce que je savais que le colonel Alim Diop c'est un homme honnête, c'est un homme transparent et c'est un homme qui a toujours incarné les vertus cardinales que moi je considère indispensables à un officier. Je savais qu'il ne me soutenait pas. Il ferait une critique objective du livre et que c'est ça aussi que moi-même, dès l'introduction de mon livre, je demande. Le collègue Djibouba, il a été commandant en la gendarmerie. Il connaît les difficultés de ce métier. Le livre que j'ai écrit pour le nom de la gendarmerie, lui-même il écrit. Pour l'enlever de son poste, on a essayé de dire sur le président Watt que le collègue Djibouba a dit que c'est fini. Et c'est pour ça qu'on a enlevé de son poste. Donc, vous comprenez, il aurait pu faire la bonne chose. Ma famille, réellement, je ne reviens pas dessus. Je ne vous remercie pas. Vous m'avez accepté moi de votre affection. Mais je penserai plutôt à mes amis. Je penserai au public. Je penserai à toutes les personnes qui, depuis 2 ans, de temps, sont là pour me témoigner de leur affection, pour m'apporter leur soutien et leur appui. Le commissaire Keïta, le commissaire Cheikh Ndiaye, le commissaire Keïta a bien fait de dire qu'il ne me connaît pas. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer dans la police, alors que je connais beaucoup de policiers. Le colonel Cheikh Ndiaye, comme j'ai servi dans des structures interarmées, lui aussi il a servi dans beaucoup de structures interarmées, le général Massounian pas témoigné. Donc le colonel Cheikh Ndiaye a bénéficié de son expérience. Il m'a toujours ouvert de son affection et m'a toujours aussi démontré ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Je ne fais pas de différence entre police et gendarmerie. Je ne fais pas de différence entre gendarmerie et armée. Et je regarde même les sapeurs-pompiers sont là représentés. Tout ça me va droit au cœur. Je ne veux pas revenir sur les 2 premiers livres. Les 2 premiers livres, c'est fait. Le vin est tiré, moi je l'ai vu. Alors, je n'en parle plus. Il fallait le faire comme ma soeur, son mère l'a répété. Moi, je suis un homme d'honneur. Et je fais partie d'une famille où l'honneur est important. L'honneur est important. Et l'honneur domine tout dans ma famille. Donc, on peut tout refaire, je peux tout accepter, mais mon honneur, je ne tranche pas la vie. Ça, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Il fallait le faire, il ne fallait pas le faire, je l'ai fait. Voilà. Le colonel Amido m'interpelle. Sécurité pour les urgences. Moi, je remercie les enfants qui sont là. Ils sont là. Je partage avec eux savoir pour mieux servir. C'est la bonne du cabinet militaire. Partout dans ce Sénégal où nous sommes, partout, Sénélec, aviation, dans tous les secteurs de l'État, les enfants sont.
Mais je pense, et peut-être que l'occasion m'est donnée de dire ce qu'est un attentat. Moi, je suis un homme de service, je suis un homme de devoir. Je n'ai aucune ambition politique, aucune. Jamais dans ma vie je ne ferai de la politique. Je suis un officier, je resterai un officier jusqu'à ma mort. Là, que ce soit clair pour tout le monde. Mais je suis un enfant de groupe, je suis un homme de service. Et j'ai appris pour servir. Et quand je l'ai fait la dernière fois à la télévision, mon père, ma mère n'ont jamais dépensé un franc pour nos former. Un franc. On n'a jamais payé une école, ni jamais d'enfant, ni rien. On n'a jamais payé quelque chose pour moi. C'est l'État du Sénégal qui a tout payé pour moi. Tout payé. Et cet État, comme l'a bien répété ma soeur m'a donné tous les honneurs qu'on donne à l'officier. J'ai gravi les grades, j'ai eu les commandements qu'il fallait, ma poitrine est bien remplie. Le général Sounia a été très clair. Le grade de général là, aucun officier ne peut exiger et dire que je serai général. Aucun. C'est Dieu qui décide. Ça, c'est déjà une constance. D'abord, si on croit à Dieu, il faut se dire que c'est Dieu qui décide qui est général, qui n'est pas général. Mais le grade réellement important, c'est le grade de colonel. J'ai été colonel à 45 ans. J'ai fait 15 ans de colonel. Et j'ai été très heureux. Le président Ouad, je l'avais dit, que moi, vous m'avez trouvé colonel. Quand vous avez été nommé président de la République, moi aussi j'ai été nommé colonel. Donc, honnêtement, moi je ne dois rien à personne là-dessus. Je ne dois rien. J'ai exercé mes fonctions et consorts. Mais j'admets difficilement dans l'armée qu'on complot. C'est vraiment renoncer à ce que je suis. Alors, ça donc, moi je suis un homme très clair, très clair. L'émergence, le président de la République, c'est lui qui a parlé d'émergence. Moi, je ne fais qu'apporter mon appui. Si l'appui bénéficie à tous les Sénégalais. Et la sécurité, c'est tellement important, comme l'a souligné le colonel, qu'il n'y aura jamais émergent, il n'y aura jamais développement. Appelez ça comme vous voulez, émergent, développement, tous les mots, comme quelqu'un l'a répété, je pense que c'est le professeur Gallo, qui dit que c'est les Occidentaux qui nous mettent tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le devenir du Sénégal. Je me suis dit que, après 40 ans de gendarmerie, quand je vois comment la criminalité s'implante dans notre pays, comment la criminalité se fait, il est normal, si j'ai mon mot à dire, de le dire. Quand j'étais au Coran, là, je réponds encore au frère Andy Diop, et à Babacar Gaye, quand il m'avait parlé de moi, il m'a traité comme une personne narcissique. Peut-être, je ne me juge pas. Mais il a dit, oui, le colonel. Mais je fais bien de dire que je ne suis pas le meilleur officier de gendarmerie. Des gens peuvent écrire. Moi, j'aime écrire, j'aime lire. Quand j'étais aux arrêts, je regarde la télévision, je vois quelqu'un, le ministre, il parle du Sénégal émergent. Mais avant ça, le général Padisset, qui était ministre de l'Intérieur, réellement, il m'a commandé. Je lui dois beaucoup de choses, personnellement. J'ai toujours bénéficié de son appui. Et il m'a donné des commandements. Parce que ça aussi, c'est le chef qui me donne un commandement. Et donc, il a peut-être, il connaît mes capacités d'analyse. En ministre de l'Intérieur, il m'a demandé, bon, est-ce que tu peux contribuer pour moi en me disant, voilà. J'ai essayé de contribuer. Et je lui ai fait une fiche d'état-major pour lui dire que si, en tout cas, en tant que ministre de l'Intérieur, il serait bon que vous revoyez ça, vous revoyez ça, vous revoyez ça. Mais, il n'a pas eu le temps peut-être de mettre nos idées noirs en exergue ou bien de les exploiter. C'est parti. Et je suis aux arrêts. J'ai dit, attends, mais là, honnêtement, c'est bon. La fiche que j'ai faite là, je vais la sortir et puis je vais la développer. C'est ça que j'ai fait. J'ai développé cette fiche et j'y donne mon ambition pour la gendarmerie, mon ambition pour la sécurité, mon ambition pour la police. Les ASP sont là. J'ai dit, attends, mais les ASP là. C'est là. C'est là. C'est bon, c'est pas bon, on ne discute plus de ça. Si moi j'avais à décider, je n'aurais pas d'ASP. Je le dis, bon, 10 000 personnes, j'augmente 2 000 gendarmes, j'augmente 2 000 policiers. Peut-être que ce serait une solution.
j'aurais pu, en tant que militaire, dire que bon, le service national, c'est-à-dire nos appelés de contingent, mais pourquoi on ne renforcerait pas le nombre d'appelés de contingent de 3 000, on passerait peut-être à un nombre plus important pour les mettre à la disposition de la police et de la gendarmerie comme auxiliaire, qui ferait peut-être le même travail que font les AFP. Donc il y a tellement de choses à faire que la réflexion elle est ouverte. Dans le État, tout le monde, j'invite les Sénégalais, je dis, chacun a son expérience. Ce livre-là n'est pas une certitude. Le colonel Aliou Diop, la 3/4 des idées qui sont là, il ne les reconnaît pas. Il voit plus. Il me dit où est la stratégie. Il ne peut pas faire des opérations sans stratégie. Voilà. C'est déjà quelque chose. Mais il faudrait que les gens puissent discuter de certains thèmes. Et la sécurité, comme le commissaire l'a discuté, personne ne veut que la sécurité soit de la responsabilité exclusive des agents de sécurité. Les agents de sécurité, ils doivent appliquer une politique de sécurité. Encore, c'est comme ça que je conçois mon boulot. Ce n'est pas à moi de dire voilà ce que tu dois faire. C'est à l'État, c'est au gouvernement, de dire voilà les termes de sécurité que je veux. Il faut des termes de référence. Il faut que le président de la République soit en mesure de dire cette année, il y a 500 morts. L'année prochaine, je veux 400. Vous diminuez les morts de 100. Voilà l'objectif que je vous demande. Il y a des ventes armées là. Je ne veux plus entendre de ventes armées. Il y a des ventes de bétail. On le fait. Mais ça, c'est des exigences où il y a un échange entre le gouvernement et l'agent qui est responsable de la sécurité. Et ça, c'est indispensable. Le livre-là appelle à ces choses. Il y a des réformes à mener. Il y a des coordinations à mettre en place. La coordination, je donne un seul exemple. Deux prisonniers se sont échappés à Casamance. C'est bien. C'est bien. Il faut les attraper. Pour les attraper, il n'y a qu'un fichier normal et des services de recherche normaux qui peuvent nous permettre de retrouver ces gens. Ces gens, ils ont été fichés par la police, mais peut-être ils n'ont pas été fichés par la gendarmerie. Quelle chance pour la gendarmerie de les trouver. Donc, dans mon livre, je dis non, il faut dorénavant un seul fichier. Pour une gendarmerie là, il faut un seul et unique fichier. Toutes les personnes qui ont affaire avec la police, avec la gendarmerie, sont répertoriées dans ce fichier. Les personnes déférées sont répertoriées dans ce fichier. Les personnes emprisonnées sont déférées dans ce fichier. Donc, on parle le même langage. Pourquoi un fichier pour la gendarmerie? Pourquoi un fichier pour la police? Bon, on est déjà en meurtre. On prend une balle, on est obligé d'aller jusqu'en France. Non, il est temps qu'on ait un laboratoire d'analyse criminelle. C'est normal. C'est normal, c'est indispensable. Le laboratoire ne peut pas être un laboratoire de la police ou un laboratoire de la gendarmerie, mais il doit être un laboratoire national. On fait des esquisses, mais ça demande des orientations. C'est ça que le colonel Aliou Diop appelle des orientations stratégiques. Mais le plus important que je demande, c'est chaque fois qu'il y a un problème dans la Dakar, les Sénégalais voient la sécurité. Chaque fois qu'il y a un problème, aujourd'hui là, les étudiants là sont en grève. Ok? Tout le monde a eu des difficultés pour arriver là. Tout le monde. Mais il y a un dispositif policier. Partout où vous êtes, il y a un dispositif policier. Ce dispositif policier, il est important. Et c'est, moi ce que je demande, c'est que ce dispositif policier, au lieu que ce soit un dispositif ponctuel, il soit un dispositif permanent. Mais il n'est pas permanent, parce qu'il faut des hommes. Mais ce qu'il faut, il faut une posture. C'est-à-dire, c'est un état-major tactique où il y a un grand commissaire de police, il y a un général de gendarmerie, il y a un général de l'armée. Ça, c'est un choix politique. On prend un état-major où il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a les sapeurs-pompiers, il y a l'armée. Tous ces gens-là sont représentés. Cet état-major, c'est ça. Quand on parle d'écran, les gens ils pensaient qu'il y a une télévision là qui surveille tout le Sénégal là. Non, c'est pas ça. C'est un PC où il y a toutes les données, informations, informatiques, électroniques et tout pour pouvoir commander une opération. Donc chaque fois qu'il y a besoin,
quel que soit l'incident, la dernière fois je l'ai répété, il y a un petit incident qui se passe actuellement là où nous sommes. Il y a quelqu'un qui tombe en 5 ans. On doit être en mesure d'appeler un numéro à 2 chiffres, c'est le 18. Ça tombe dans cet état-major dont je parle, et on dit, bon, les sapeurs-pompiers le plus près pour intervenir pour cette personne, ou bien c'est le SAMU le plus près, c'est à tel endroit. Donc, 5 minutes, le gars il est là. Ça c'est possible ou pas? Mais que ce soit aussi très grave qu'il y a une bande armée qui fait une attaque dans un bureau de poste, dans le Niger là-bas, il faut qu'il y ait un dispositif de gendarmerie à Thiès, à Tualan ou bien à Touba pour intercepter ces gens-là. C'est possible, mais il faut en ce moment des moyens très puissants, radio et consorts, pour aboutir à ces choses-là. Voilà à peu près. Si je réponds dans le global. La cadavre, non, moi je suis militaire, c'est pas à moi de définir la politique dans la cadavre. C'est la responsabilité de l'État. Le militaire, on dit fait, je fais. Et puis c'est tout. Je reviens sur la gestion permanente. Et puis, entre les outils administratifs et les outils de sécurité. Non. La responsabilité du maintien de l'ordre n'incombe ni à la gendarmerie ni à la police. Nous sommes des agents de maintien de l'ordre. La responsabilité du maintien de l'ordre incombe au gouverneur, au préfet et au sous-préfet. C'est à eux de nous dire faites ça. Mais souvent, quand il y a un problème, on ne doit pas lutter à l'administrateur. On ne doit jamais lutter à l'administrateur. Et il y a un problème. C'est des problèmes qu'il faut régler. La Jordanie, non, on ne va juste même pas au courant. En tout cas, je dis, quand j'ai dit, ça parle de la culture nationale. La culture nationale, c'est le seul domaine où moi j'ai mon expertise. Je n'ai pas d'autre expertise. Mon expertise, c'est la sécurité. Je suis monsieur général. Ce que j'ai appris toute ma vie, c'est la sécurité. Maintenant, je suis à la retraite. Je peux écrire comme je veux. Et si ça sert, il n'y a pas de problème. Mais au moins, ça peut permettre que les gens en discutent. Et c'est le seul but et c'est le seul intérêt. En tout cas, je remercie réellement le public d'être venu. Et je remercie Diallo de l'Armatan. Et je remercie vraiment ma famille aussi, pour son soutien et tout ce qui font. Mes enfants, ils sont là-bas derrière. Ils disent que bon, pas vouloir faire un truc. Donc, vraiment, Merci. je remercie tout le monde. Merci beaucoup.